BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Un club BFM Crypto thématique aujourd'hui sur la thématique, bien tout simplement de la tokenisation des actifs réels. Et on va parler plus particulièrement de comment tokeniser des énergies renouvelables. Oui, ça existe. Avec Oscar Duhan. Bonjour Oscar. Bonjour. Vous êtes CEO de Dogo. On en parle dans quelques instants. Et puis on va parler aussi de la rentrée. C'est la rentrée pour tout le monde, mais aussi effectivement pour les startups du Web3 en France. Avec Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. CEO de Cube3. Et Valentin, je propose qu'on commence tout de suite par la rentrée. Voilà, vous êtes CEO de Cube3, donc un des plus gros incubateurs Web3 en Europe. C'est la deuxième saison de Cube3 qui a commencé, ça y est. Comment se passe la rentrée pour les startups Web3, là, sachant qu'on est bientôt à la moitié du mois de septembre? Exactement, elles arrivent gentiment à Cube3. Eh bien, ça se passe plutôt bien. Elles étaient 130 pour rappel à postuler pour rejoindre Cube3. On avait fait une grande cérémonie à laquelle vous aviez notamment participé, Amaury. Absolument. En mai dernier pour en sélectionner 15, et donc elles y arrivent. Et elles couvrent tout un champ de travail nouveau qui va du e-learning, donc de l'apprentissage sur les plateformes. On a de la tokenisation aussi sur certaines formes, pardon. On a beaucoup de sujets qui sont assez nouveaux, ou en tout cas qui vont se confronter d'une nouvelle manière à la réglementation, parce que c'est un petit peu ce qui nous drive aussi, heureusement ou malheureusement, on le verra, sur cette année. C'est-à-dire qu'on a des projets qui nous paraissaient super sympas, super intéressants, mais qui auront des difficultés en Europe à s'imposer, donc on ne les a pas forcément sélectionnés ou pas de la même manière. On a des incubés de l'année dernière aussi qui passent en accélération, donc 15 projets qui vont couvrir 6 domaines du Web3 et qu'on va accompagner jusqu'en juin prochain pour les propulser à l'échelle supérieure. C'est quoi, Valentin, la différence entre incubé et accéléré pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément? Oui, tout à fait. Alors la différence, elle était surtout importante l'année dernière puisque nous avions fait le choix de combiner les deux. Cette année, on se concentre davantage sur des accélérés. C'est quoi? C'est des personnes qui ont déjà une entreprise, ou en tout cas dont la société est déjà créée et qui ont un peu plus de maturité dans leur idée, qui est au-delà de l'idée justement, qui est un business qui est en train de se peaufiner, alors que l'incubé c'était plutôt j'ai une idée, je vais essayer de la mettre en place. L'expertise de Cube3 aujourd'hui, elle est très clairement, et on l'a vu avec cette saison 1 l'année dernière qui était un petit peu notre sandbox, notre bac à sable, de regarder un petit peu là où on avait nos expertises, et on s'est rendu compte par définition qu'on a plus de valeur ajoutée dans les connaissances du Web3 plutôt que dans les connaissances généralistes de la création d'une startup, savoir quel statut, comment faire un pacte d'associés, comment déposer des comptes courants ou ce genre de choses. Et donc du coup on s'est reconcentré sur l'accélération qui est vraiment notre plus-value réelle. On parlera effectivement du bilan des 12 premiers mois de Cube3, aussi des défis réglementaires qui attendent toutes ces startups. Mais d'abord, Valentin, en cette rentrée, est-ce qu'il y a des thématiques qui se développent plus à Cube3, qui émergent plus que les autres? En fait, cette année, la grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'on est aussi allé voir les solutions techniques, les blockchains en l'occurrence en ce qui concerne le Web3, pour comprendre un petit peu ce qu'elles imaginaient être le futur et voir si elles souhaitaient tout de suite s'associer avec des projets novateurs qu'on avait à Cube3. Et de fait, on va travailler avec 4 grosses blockchains à la rentrée qui, du coup, vont tout de suite pouvoir accueillir ces projets, qui vont pouvoir développer à leur côté techniquement leurs solutions et pouvoir être intégrés directement à la blockchain. Il faut voir ça comme vraiment une sorte de langage de programmation un peu spécifique avec toute l'infrastructure autour qui permet le fonctionnement de ce qu'on appelle le Web3. Et donc c'est super important que tout de suite d'avoir un prestataire technique à la hauteur des engagements et des ambitions des projets. Et ça correspond bien aussi au choix des blockchains d'emborder, d'aller sélectionner des nouveaux projets pour qu'ils construisent sur leur chaîne. Aujourd'hui, on a peut-être une quinzaine de blockchains, vingtaine un peu élargies, qui ont une traction certaine, mais peut-être qu'à la fin, il n'en restera que 2, 3, 4. Je sors Bitcoin du lot, qui existera évidemment toujours. Là, je parle plutôt des blockchains qui ont la programmabilité ancrée en elles. Peut-être qu'il n'en restera pas autant qu'on en a aujourd'hui. Donc, l'enjeu d'avoir aujourd'hui des blockchains très précise pour accompagner nos projets, c'est très important. Et donc de ce fait, ça change vraiment l'accompagnement de Cube3 parce que la technicité, elle est vraiment au cœur de la saison 2, tout comme la réglementation, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est peut-être la partie qui les intéresse le moins, mais c'est la partie qui fera la différence sur le territoire d'ici les 18 mois. Il y a une thématique, une narrative, comme on pourrait dire, dont parle même Larry Fink, le patron de BlackRock, c'est la tokenisation d'actifs réels. Ouais. Et ça tombe bien parce que Oscar Duhan, aujourd'hui, vous êtes CEO de Dogo qui fait de la tokenisation d'actifs réels, mais dans les énergies renouvelables. Peut-être pour commencer, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la tokenisation d'actifs réels, est-ce qu'on peut un petit peu planter le décor et vous expliquer là en quelques mots, c'est quoi clairement la tokenisation d'actifs réels ?
Oui, on va peut-être commencer. Donc, la tokenisation, c'est effectivement le fait de représenter un actif, que ce soit une œuvre d'art ou un collectibles comme une carte Pokémon, par exemple, qui ont de la valeur. Le fait de représenter l'appartenance sur une blockchain sous la forme d'un token. Donc, on va pouvoir fractionner cette appartenance. Et surtout, le gros intérêt, c'est de pouvoir se les échanger de pair à pair, de vous à moi, sans avoir d'intermédiaire. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau où dans la finance on a énormément d'intermédiaires. Aujourd'hui, comme on échange des messages sur Internet, on va pouvoir échanger de la valeur sur Internet en direct, sans intermédiaire. Et il y a aussi une très grosse partie sur les actifs qu'on appelle les security tokens, dont les actifs réglementés, les actions, les obligations. C'est là où BlackRock et Larry Fink sont très présents et parient énormément sur ce sujet-là. C'est qu'on va pouvoir représenter des titres de capital, donc des actions, des titres de créance, de la dette, directement sous la forme de tokens et pouvoir se les échanger entre nous comme bon nous semble et de façon complètement légale. Voilà, donc ça peut rendre des actifs beaucoup plus liquides, moins chers à échanger aussi. Il peut être coté, c'est ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les marchés boursiers traditionnels, ils ouvrent, ils ferment, c'est pas 24 heures sur 24. Exactement, donc dans la finance traditionnelle, on va avoir les marchés cotés, donc les marchés qu'on appelle publics, où ça va être la bourse, des actifs comme LVMH, Tesla, Facebook, toutes les entreprises que vous connaissez, sont cotées en bourse et on peut les acheter la semaine entre 9h et 17h. Et elles sont disponibles avec beaucoup de liquidité. Là, l'intérêt, c'est que tout un pan qui n'était pas disponible aujourd'hui, donc les actifs privés, on appelle aussi le private equity, donc les entreprises, les PME sur le territoire français, européen, des entreprises qui créent de la valeur, qui ont du mal aujourd'hui à se financer, vont pouvoir être financées en direct par émission de tokens et par émission en actions et en obligations. Et l'intérêt, c'est que ça va apporter beaucoup de liquidité et pour eux, faciliter leur développement et leur croissance. Donc faire rencontrer une offre et une demande qui n'arrivaient pas forcément jusqu'à maintenant à se rencontrer. On peut tout tokeniser ou il y a des choses qu'on ne peut pas tokeniser tout simplement, ou alors c'est sans limite? A priori, on pourrait tout tokeniser, tout ce qui a de la valeur et tout ce qui a... Après, il y a un gros sujet légal, comme vous avez commencé par l'évoquer. C'est vrai qu'il faut que derrière, il y ait un cadre légal et qu'on soit bien sûr que ce token représente l'appartenance de ce titre, par exemple. Et on a de la chance en Europe, on est assez leader, et d'ailleurs en France aussi, sur cette réglementation qui apporte beaucoup de sécurité aux investisseurs. Et du coup, effectivement, on pourrait tout tokeniser. C'est le but de beaucoup de personnes. Nous, personnellement, on est sur les actifs financiers, mais effectivement, potentiellement, tout tokeniser, tout ce qui a de la valeur et qui peut être échangé. Justement, donc Dogo, vous tokenisez de l'énergie renouvelable. Comment ça marche concrètement? C'est-à-dire? Donc, effectivement, on est sur les actifs qui sont privés, donc non cotés. C'est ceux qui ont le plus de mal à se financer et pourtant, ils représentent la plus grande partie de la transition énergétique. La transition énergétique, c'est très important au niveau climatique, mais aussi au niveau économique. On a vu pendant la guerre en Ukraine que quand on était dépendant de l'énergie, de l'importation de pays voisins, quand ça allait mal, les prix de l'énergie explosent et en fait, on est complètement dépendant. On ne veut plus que ça se reproduise. Et du coup, nous, on va permettre à des entreprises, des développeurs dans l'énergie renouvelable, mais aussi des chaînes de supermarchés qui doivent équiper leurs bâtiments tertiaires, parce que c'est la loi française. Aussi, 40% des terres agricoles doivent développer des parcs solaires. Et nous, on va les accompagner pour qu'ils puissent lever des fonds. On a une plateforme à double entrée. De l'autre côté, les investisseurs institutionnels comme particuliers vont pouvoir participer en direct au financement de projets renouvelables. Donc vous aidez directement ou indirectement, enfin vous directement, mais grâce à vous, on peut aider de manière indirecte des sociétés qui produisent tout simplement de l'énergie renouvelable. Et comment ça marche? C'est-à-dire que quand on dit qu'on tokenise l'énergie renouvelable, c'est quoi? C'est on tokenise des parts dans les sociétés, comment ça marche? Oui, on a plusieurs façons de travailler. Soit on tokenise une part de capital, donc des actions, on va pouvoir lever des fonds. Soit on tokenise de la dette, une créance classique, donc vous allez pouvoir investir, recevoir des intérêts et du principal. Et vous allez aussi pouvoir investir sur des actions indexées sur l'inflation. Vous payez, comme tout le monde, une facture d'électricité à la fin du mois. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi se couvrir contre cette hausse de votre facture. Ça intéresse beaucoup de monde. Il y a aussi donc tout l'extra-financier. Il y a donc la performance financière. Aujourd'hui, sur nos produits, on va proposer entre 5 et 15% de bénéfices d'intérêt et de performance par an sur les actifs. Vous avez tout l'extra-financier,
les certificats verts qui sont accordés justement à la production d'un kilowatt vert d'énergie verte. Vous étiez accéléré à Cube 3 la saison dernière. Valentin, comment ce projet est arrivé dans vos pattes, si j'ose dire? C'est un beau projet en tout cas, effectivement. Parmi les projets qu'on a reçus en saison 1 et qu'on a accompagnés pendant toute l'année, il y a celui de Oscar que j'aime beaucoup parce que, en fait, aujourd'hui, on est dans l'émission BFM Crypto, donc Oscar nous dresse un petit peu le tableau de ce qu'il y a sous le capot, c'est la blockchain, c'est de la tokenisation. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant à regarder, c'est que ce n'est pas un argument de vente et en fait, on s'en fiche un peu que le Web3 soit derrière parce que ça marche et ça permet de financer des énergies vertes, des énergies renouvelables, d'aller chercher les accords de Paris, d'aller chercher l'objectif zéro carbone à 2050, d'avoir, et vous l'avez très bien souligné Oscar, des retours sur intérêt qui ne sont pas négligeables en termes de pourcents annuels. Et donc tout ça, ça nous avait tapé dans l'œil l'année dernière. On avait eu un peu moins de candidatures que cette année, on avait à peu près 100. Cette année, on a dit qu'on en avait à peu près 130. On l'a vu tout à l'heure, mais en tout cas, ça nous avait plu parce que ça vient cocher beaucoup de cases, de cas d'application qu'aujourd'hui on peut avoir du mal à trouver et à expliquer sur un plateau. Et là, c'est quelque chose de très concret. Ça finance l'énergie, enfin, ça finance la transition écologique. Ça permet encore une fois d'investir dans une classe d'actifs qui était inconnue. Et c'est aussi notre porte-étendard réglementaire parce que pour accéder à ce genre de service, malheureusement ou heureusement, c'est extrêmement compliqué. Là où Oscar l'a très bien souligné, en France et en Europe, on n'est pas trop mal loti pour ce qu'il s'agit en tout cas de sa thématique à lui. Et donc, il est accompagné par un de nos partenaires, le cabinet de Gaulle Florence, qui l'aide et qui l'accompagne dans l'obtention de ces différents droits d'entrée sur à la grande cour, à la cour des grands. Et c'est passionnant de le voir, après cette période d'accélération, poursuivre son ascension. Et vous, Oscar, à quel moment vous vous êtes dit, bon, il y a un truc à faire là je sens que les énergies renouvelables, il y a un problème de financement. Comment est-ce que vous vous êtes dit, on va financer les énergies renouvelables grâce au Web3, grâce à la blockchain? En fait, je ne suis pas arrivé directement au financement des énergies renouvelables, mais je suis plutôt, déjà pour comprendre pourquoi je suis arrivé à la blockchain pour financer l'économie réelle, je suis arrivé dans la finance parce que moi, personnellement, j'ai un père qui est chef d'entreprise, il est chef cuisinier, il a monté plusieurs affaires, il crée beaucoup de valeur pour ses employés, pour ses fournisseurs, pour ses clients. Et il a toujours eu beaucoup de mal avec le financement, avec la finance en général, donc j'ai décidé de faire la finance pour la comprendre. J'ai travaillé, donc j'ai un parcours en finance traditionnelle. J'ai travaillé en private equity, en fonds de LBO, venture capital, mais aussi en bourse, en tant que gérant de fonds chez HSBC. Donc j'ai vu tous ces aspects-là. Et c'est vrai que quand j'ai découvert le Bitcoin, avec cette démocratisation, le fait de pouvoir accéder au financement comme à l'investissement de façon fractionnée à partir de 1 euro, avec une technologie décentralisée, donc où il n'y a pas une entité centrale qui a la main sur tout, ça m'a tout de suite parlé. Et j'ai compris que ça serait un allié de poids pour justement mon combat de démocratisation de cette finance. Et c'est vrai que les énergies renouvelables, j'ai fait ma thèse de fin d'études par exemple dessus. Aujourd'hui, en avril dernier, le président de la Banque de France et la Banque de France ont fait un rapport très complet sur le financement des marchés de capitaux en Europe. Ce qui ressort, le plus gros investissement qu'il faut faire en Europe aujourd'hui, c'est dans les énergies renouvelables. Il parle de 700 milliards par an à hauteur de l'Europe en infrastructures renouvelables. Le renouvelable, c'est comme l'immobilier, il faut investir beaucoup initialement, mais c'est rentable sur le long terme, et même très rentable et de plus en plus rentable. Donc tout le monde a y à gagner. Bon, il y a une vraie question du financement des énergies renouvelables, Valentin, mais là, qu'est-ce que ce projet en particulier apporte sur ce marché qu'il n'y a pas forcément ailleurs? C'est une rapidité en financement. Je ne sais pas qui veut répondre, Oscar Je pense effectivement que le CEO de Dogo est très bien placé pour le répondre. Oscar, en tout cas, moi, en tant que client, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le marché secondaire, de me dire que si j'achète un actif aujourd'hui, je ne suis pas bloqué avec pendant 10 ans. Il y a un monde où je peux le revendre et c'est très difficile aujourd'hui avec ce qui fonctionne plutôt bien, qu'est le crowdfunding, mais qui n'a pas cette capacité derrière de marché secondaire. Oui, je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, on a un marché du private equity. En tant qu'investisseur, bon, déjà, il faut investir 100 000 euros minimum pour accéder à des actifs. Donc le ticket d'entrée n'est pas pour tout le monde. Non, ça c'est sûr. Et derrière, vous êtes bloqué en général entre 7 et 8 ans sur vos investissements. L'intérêt, donc le principal que tout le monde essaie de résoudre dans la tokenisation et sur ce marché du private equity, c'est le marché secondaire et la liquidité. En bourse, vous êtes actionnaire de LVMH, vous pouvez revendre à n'importe quel moment. Vous trouverez toujours un acheteur, vous n'avez pas besoin de le connaître, il peut être là, à l'autre bout de la planète, il n'a pas besoin de vous connaître et de savoir que c'est vous qui lui vendez. Ils ont réussi à créer de la confiance. Donc nous, le marché secondaire, c'est notre principale problématique à laquelle on veut justement répondre chez Dogo. Et on a réussi,
on crée cette confiance en utilisant les mêmes codes que la bourse, c'est-à-dire publier avec des données certifiées et le plus réaliste possible les finances, tout ce qui se passe dans l'entreprise qui va se financer pour que les investisseurs, à tout moment, aient une base de données, une data room le plus certifié, le plus intéressant possible. Bon, et si aujourd'hui on est un fournisseur d'énergie renouvelable, qu'on a besoin de se financer, ou alors qu'on est quelqu'un qui veut financer tout simplement la transition énergétique par ce biais-là, qui est intéressé, comment ça marche concrètement? La plateforme, elle est disponible, elle n'est pas encore? Donc la plateforme, elle est disponible, elle est aujourd'hui accessible que à Dogo et les gens en interne, parce qu'on attend cette réglementation qu'on a déposée. On a rencontré l'AMF, les autorités des marchés financiers, la Banque de France avant l'été. Ils sont très confiants sur notre dossier, mais effectivement, tant qu'on n'a pas eu l'agrément, qui devrait arriver d'ici le printemps 2025, on ne va pas pouvoir onboarder des acteurs tout de suite, mais on a déjà beaucoup d'entreprises avec qui on discute, de clients qui veulent se lancer. Ils vont donc, c'est une plateforme à double entrée. D'un côté, on les appelle les émetteurs, les entreprises du renouvelable, et de l'autre côté, les investisseurs. Les émetteurs vont donc être onboardés par Dogo. On a une politique de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme très stricte. Et on fait très attention à ça, à vérifier qui va travailler sur cette bourse. Pareil pour les investisseurs, on vérifie la provenance des fonds, toutes les listes possibles du FBI, de Interpol, pour vérifier qu'ils ont bien le droit d'investir. Amaury ne pourra donc jamais investir, malheureusement. Non. On est des gens raisonnables. Pour l'instant, on est des gens raisonnables. Là, je vois tout un disclaimer. Là, prenez des précautions. Mais du coup, on pourra... Théoriquement, moi demain, si je veux investir, je pourrais le faire au printemps prochain, c'est ça? Oui, au printemps prochain. Et effectivement, une entreprise, à chaque fois qu'ils ont un nouveau projet, ils vont pouvoir émettre des tokens en dette ou en actions. Et vous, en tant qu'investisseur, si vous êtes qualifié, parce que c'est eux qui décident qui a le droit, il faut être autorisé à investir, c'est eux qui décident. Ils ont la main sur ça. Et vous allez recevoir un email, voilà le nouveau projet qui se lance. Vous connaissez peut-être cette entreprise ou pas, vous l'avez déjà investi. Et du coup, c'est un marché qui est vraiment de pair à pair. Et nous, on s'occupe de la conformité, la compliance et la technique. Bon, et l'idée, c'est effectivement, si j'ai bien compris, le truc en plus, c'est qu'il y a un marché secondaire qui est accessible plus facilement. C'est-à-dire que théoriquement, si j'achète des parts d'une société, par exemple, d'énergie renouvelable via Dogo, derrière, ça devrait être assez liquide pour pouvoir être vendu, ce qui n'est pas forcément le cas en private equity, du coup. C'est exactement ça, fournir beaucoup d'informations, beaucoup de transparence sur les actifs qui se financent. La seule différence avec la bourse, c'est que la bourse est accessible à tous les investisseurs. Ici, c'est accessible qu'aux investisseurs qui ont été autorisés par l'entreprise qui se finance. Parfois, il faut être whitelisté par l'entreprise. Exactement, c'est du whitelisting. Si vous deux, vous avez été whitelisté sur une entreprise, sur le prochain token que je lance, vous pourrez avoir accès à toutes les données financières de mon entreprise, de ce projet-là, et vous pourrez facilement vous échanger avec les autres personnes whitelistées. C'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle Dogo Reporting. C'est les entreprises, Valentin, qui émettent des tokens et derrière, après, Dogo qui distribue, entre guillemets, ces tokens aux personnes whitelistées. Et effectivement, et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça aussi que ça nous avait poussé à sélectionner Oscar à l'époque, c'est que les projets de tokenisation, on en voit tous les genres et beaucoup de l'immobilier. Mais l'exception près, c'est que le marché de l'immobilier, il est très fluctuant. Mais il n'y a pas un outil qui nous permet de voir à l'instant T que cet appartement, il a pris ou il a perdu $10 ou $1000 ou $100 ou $1 million. Il y a tout un écosystème dans la finance décentralisée qui peut en partie reposer justement sur ce marché de l'immobilier. On sait que c'est un marché solide, mais il n'y a pas, encore une fois, cette capacité à sourcer tout de suite le prix. Ce qui est intéressant avec l'énergie renouvelable, c'est qu'en se connectant à l'IoT des centrales éoliennes ou solaires et en ayant investi avec le projet de Oscar, on pourrait voir quel kilowattheure vous avez acheté, en gros, vous avez investi dans quel kilowattheure, si je grossis un peu, à quel moment il est produit par cette centrale, à la seconde près où il est vendu, à qui il est vendu, et que tout de suite, du coup, vous recevez sur votre wallet les bénéfices et le résiduel de votre token. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que pour une fois, il y a une classe d'actifs qui se prête particulièrement à la tokenisation, qui est l'énergie renouvelable, parce qu'elle est entièrement on-chain, de la production à la revente, et donc il ne peut pas y avoir de facteurs exogènes qui vont essayer de piquer une partie de la plus-value. On peut capter la valeur en temps réel, c'est ça? Exactement, en fait, vous pouvez, nous on va se plugger au petit boîtier connecté, c'est comme des compteurs Linky chez vous, sauf que c'est sur tous les parcs d'énergie renouvelable, solaire, éolien, ils ont tous un compteur comme ça. On va chercher l'information pour amener encore plus de sécurité, plus de transparence sur la production. On a aussi un ingénieur qui va repérer si à distance
on produit mal de l'électricité parce que il faut faire passer de la maintenance. Et tout ça, c'est beaucoup de données qui rassurent, en fait, qui créent cette confiance pour les investisseurs. C'est fascinant. Clairement, on arrive bientôt au temps, la fin du temps réglementaire. Valentin, il nous reste un peu de temps. J'aimerais avoir un petit peu votre avis. Vous, ça fait un certain temps que vous êtes dans l'écosystème Web3. Qu'est-ce qui a changé réglementairement parlant depuis le début ? Est-ce que c'est plus facile pour une start-up aujourd'hui de se développer parce qu'il y a un cadre réglementaire clair, ou alors il est un petit peu trop contraignant pour elle ? Ou alors est-ce que c'est un peu les deux ? Ça, c'est la question à 1000 balles qu'on a tous les mois. Et encore 1000 balles, je suis gentil. Moi, effectivement, la grosse différence par rapport à l'écosystème que j'ai connu il y a en 2016-2017, c'est la structuration des projets et leur capacité à se mettre en conformité. En 2017, vous étiez un jeune génie dans votre salon ou dans votre chambre. Vous pouviez coder quelque chose de prometteur et avoir 20, 30, 40, 100 millions de dépôts sur votre protocole et personne n'allait venir vous embêter. Aujourd'hui, avant d'avoir un euro, il faut mettre plus d'énergie à la conformité qu'à la résolution du problème. Alors, ça permet d'avoir des projets comme celui d'Oscar qui vont peut-être atteindre des gens qu'on avait un peu l'impossibilité d'atteindre jusqu'à présent, des banques, des gros fonds d'investissement qui, par définition, ne regardaient pas des gens en caleçon dans leur chambre. Mais du coup, c'est pas du tout le même écosystème. Est-ce que c'est plus facile ? La réponse est non. Est-ce que ça permettra justement à terme aux entreprises de recruter davantage et de créer plus de valeur ? Là, peut-être davantage. Donc, c'est surtout cette grosse structuration et cette grosse partie réglementaire qui a changé. Et puis en 2017, avoir des banques ou des ETF sur les cryptos, on n'y croyait pas vraiment au comptant et avec les volumes qu'on a aujourd'hui. Et là, finalement, l'institutionnalisation, j'ai réussi cette fois-ci, de l'écosystème est vrai. Et c'est assez impressionnant à voir ce changement pour le meilleur et pour le pire. Mais il est là. Bon, eh bien merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Valentin Demey, CEO de Cube3, donc bonne rentrée Valentin. Merci Maurice. Oscar Dumont, CEO de Dogo, rendez-vous pour le lancement au printemps prochain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.